Lapati, bonjour Jean-Michel. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là également avec Guy Birenbaum et notre invité ce matin est porte-parole de la France Insoumise. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Les élections législatives se sont déroulées hier en Grande-Bretagne. Le résultat n'est pas tout à fait définitif, mais on sait que Theresa May a perdu son pari. Elle a perdu la majorité absolue à la Chambre des communes. Et Jeremy Corbyn, le leader travailliste, a fait un meilleur score que prévu. Quel est votre commentaire, Alexis Corbière? Je me félicite de la progression évidemment de Jeremy Corbyn parce que en plus il a mené une belle campagne qui m'intéresse, qui était axée sur des questions sociales dans un pays qui est extrêmement touché en vérité par un modèle libéral, néolibéral qu'on voudrait exporter, si je puis dire, en France. Il a mené une belle campagne qui s'est inspirée de ce qu'on a fait à l'élection présidentielle. Je le dis parce qu'il l'a dit lui-même. Par exemple, on avait fait, vous savez, ce jeu vidéo Fiscal Combat. Ils ont fait aussi un jeu vidéo et Jérémy a dit que c'était en inspiration de ce qu'on avait fait. Et puis j'aime bien cette campagne, vous savez, qui avait pour slogan For the many, pour le plus grand nombre, qui est une façon de mettre en mots aussi la manière de latéraliser la politique qui ressemble un peu à ce qu'on a fait, c'est-à-dire Latéraliser, on ne comprend pas trop. latéraliser, ça veut dire plutôt que d'utiliser un vocabulaire parfois droite contre gauche, que moi je suis un homme de gauche, mais qui veut plus dire grand-chose, c'est plutôt pour le plus grand nombre, c'est-à-dire aujourd'hui il y a un gouvernement de peu, il y a, vous savez très bien, 1%. Peuple, quoi, une campagne au peuple. Voilà, une campagne au peuple, merci de le dire plus Comme simplement. Nicolas Sarkozy. Non mais, pardon, oui, comme Nicolas Sarkozy si vous voulez. Non mais, que ceux qui nous écoutent comprennent les choses. Le problème, moi, le souci que j'ai, c'est de ne pas utiliser des vieilles figures politiques qui n'ont plus de sens pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, vous avez l'intérêt général qui n'est plus représenté par ce que j'appelle une oligarchie, un gouvernement de peu, des intérêts financiers, parfois médiatiques et politiques qui se mêlent pour mener une politique qui n'est pas conforme aux intérêts du plus grand nombre. C'est ce qu'on a cherché, nous, durant la campagne, en réutilisant le mot, effectivement, de peuple, en parlant voilà, du plus grand nombre contre cette oligarchie, les gens, etc. Alors ça vous faisait sourire, enfin vous, ça pouvait au début un peu déstabiliser, mais regardez, on a même utilisé parfois des codes couleurs qui ne sont pas traditionnels à notre camp, parce que agiter des drapeaux rouges en permanence et répéter un vocabulaire politique, certes, qui moi me fait toujours vibrer, mais qui marchait plus au 19e siècle qu'au début du 20e, certes, d'un point de vue historique, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est comment on remobilise les gens. Donc, voilà. Donc Jérémy Corbyn, me semble-t-il, s'est inspiré. Voilà, on en revient au sujet. Et je crois que c'est à la source du progrès qu'il réalise. Est-ce que ce résultat dit un petit peu retour en grâce de l'Europe ou pas, selon vous? Ouais, je crois que ça, c'est une interprétation hâtive. Je ne crois pas d'ailleurs que Jérémy Corbyn ait fait... Non, mais franchement, je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai le nez comme tout le monde dans le guidon. Je n'ai pas étudié, ça aurait été passionnant. Un peu. Mais je ne crois pas que Jérémy Corbyn ait fait campagne en disant « Vive l'Europe », etc. Il a fait une campagne, de ce que j'en ai vu, je le répète, qui a mobilisé les milieux populaires sur la question sociale. Bon, donc je sais bien qu'il faut toujours trouver une manière de raccrocher et dire « Vive l'Europe », mais cette Europe-là, je ne crois pas qu'elle soit plébiscitée par le résultat. On revient en France. Quel est l'objectif des Insoumis pour les élections législatives d'après-demain ou après-demain? Non, après-demain. Tout compte fait. Ça s'appelle dimanche. Donc ça s'appelle dimanche. Alors, ça s'appelle dimanche. Vous allez me détester. Réponse qui serait sans doute commune à tous les candidats, réaliser le plus grand nombre, voire même être majoritaire. Je vous déteste pas, mais je vous demande d'être plus précis. Mais il faut toujours, déjà, et moi c'est quelque chose que m'a appris Jean-Luc Mélenchon, mener campagne pour gagner. Ce que veulent les gens, c'est pas ceux qui disent on va être la petite minorité d'opposition. S'il faut le faire, on le fera. Mais d'abord et avant tout, qu'est-ce qu'on propose pour le pays? Nous, ça reste la question sociale, écologique, démocratique, la 6ème République. Vous connaissez nos thèmes. Donc, on se présente devant les électeurs en disant une chose. Que les gens comprennent bien ce qui a eu lieu. Certes, l'élection présidentielle a eu lieu. M. Macron a été élu, c'est incontestable. Mais il a été élu, c'est notre analyse, dans un rejet au 2e tour de Mme Le Pen. Reste à savoir maintenant, est-ce que vraiment il y a une adhésion à son programme politique? Moi, je ne crois pas qu'il y ait une adhésion majoritaire dans ce pays à la volonté, notamment, je vais symboliser les choses par un thème, de remise en cause du Code du travail tel qu'il le propose. Eh bien, l'élection législative qui vient peut être l'occasion de trancher démocratiquement cette affaire et pourquoi pas de mettre en place une autre majorité qui proposerait une autre politique dans 5 ans. On a quand même l'impression que même vous n'y croyez plus parce que... permettez-moi, pardon. Pas vous personnellement d'ailleurs, mais je pensais plutôt à Jean-Luc Mélenchon. Je l'ai bien écouté mardi sur TF1 et j'ai l'impression que les mots d'ordre se réduisent de plus en plus du côté de chez Jean-Luc Mélenchon, du côté de chez les Républicains, du côté du Front National. On a quand même remarqué des similitudes, on écoute. On sent bien que la vague est là pour... La République en marche, c'est pas de la macromania, mais c'est une évidence. Et le dernier argument qui reste, s'il vous plaît, ne lui donnez pas la majorité absolue. Mais va bien, on va voir. On verra. On le sait tous. Non mais Jean-Michel Apathy, moi je suis dans mon rôle, je suis un combattant politique, je me bats, je veux pas être sidéré par le spectacle, y compris des sondages. On va voir. Il est incontestable que la 5ème République, et particulièrement le quinquennat, a écrasé complètement la législative. Et l'inversion du Moi, calendrier. je pensais que, contrairement à d'autres élections, il n'y aurait pas nécessairement cette vague qu'on a connue parfois. Aujourd'hui, on nous dit qu'elle est là. Moi, je la mets en doute, surtout. À la limite, je vais féliciter. Vous n'y croyez pas?
Moi, je vais féliciter les journalistes. Je remercie Le Parisien, Libé, et puis même Le Monde, de nous avoir mis sous le nez. Enfin, le Parisien, propriété de Bernard Arnault, Libération, si vous voulez, propriété de Patrick Drahi. Mais je ne crois pas que ce soit M. Arnault qui rédigeait les articles. Propriétaire des oligarchies qui sont trois. Eh bien, pourquoi pas. Vous voyez, je suis un garçon mesuré. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des articles de presse pour savoir ce qui est préparé, les documents de travail pour cette réforme du Code du travail. C'est ça qui m'intéresse. J'aimerais qu'on consacre du temps à parler de ça, parce que c'est ça l'enjeu. La question n'est pas de savoir ce que je pense dimanche de tel ou tel, mais plutôt, est-ce que pendant 5 ans, c'est ça qui est mis en œuvre, quelque chose qui nous concerne tous, ceux qui nous écoutent, le temps de travail, la possibilité de négocier dans l'entreprise, y compris les rémunérations, ce que la loi El Khomri ne faisait pas. Donc, qui peut entraîner demain à ce qu'il y ait, sous la pression d'un chômage de masse, des gens qui disent, pour garder mon boulot, j'accepte qu'on baisse mon salaire. Donc, là où je voulais remercier les journalistes, c'est que ce thème-là doit avoir lieu dans la clarté. Soit il y a une majorité de Français qui disent oui, c'est formidable, allons plus loin dans le sens de la loi El Khomri, soit il y a des gens qui disent non. Et vous allez voir que si on fait le job, et c'est l'occasion de cette émission, et puis plein d'autres choses, ce que nous faisons sur le terrain, peut-être que le résultat ne peut pas être ce qui est annoncé. Et même à l'inverse, on peut avoir, si les 7 millions de gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon restent regroupés et votent pour les candidats de la France Insoumise, la surprise, ça peut être le succès de nos listes. Du moins, c'est ce que je souhaite. Eh bien, comme dirait quelqu'un, on verra ça après-demain. Évidemment. La discussion, elle se poursuit en tout cas sur France Info jusqu'à 9h. Il est 8h40. Victor Maté est là pour l'essentiel. France Info jusqu'à 9h ce matin. Et la question, c'est vous, Jean-Michel Apathy. La grande réforme, vous l'avez dit, Alexis Corbière, et c'est celle du Code du travail qui s'annonce, et les partenaires sociaux ont été consultés. On a lu avec attention l'interview que Jean-Luc Mélenchon donne dans Society cette semaine. Et Jean-Luc Mélenchon dit ceci: Emmanuel Macron va nous infliger les ordonnances et envoyer les salariés au bagne dans 2 mois en supprimant le Code du travail. Est-ce que les excès sont pédagogiques, Alexis Corbière? Est-ce qu'il s'agit vraiment de supprimer le Code du travail? Il s'agit de l'affaiblir. Mais il faut jouer de la grosse caisse pendant une campagne, vous savez, pour que vous suivez ça comme moi, avec beaucoup d'attention. Parler de rue et crue, comme l'avait dit à l'époque Jean-Luc Mélenchon. Non, mais il y a un moment, écoutez, c'est une formule de combat politique qui a le mérite de dire des choses brutalement, mais clairement. Voilà. De quoi s'agit-il? Oui, je pense. Supprimer le Code du travail? Oui, je pense qu'à partir du moment où vous ouvrez... Il faut écouter ce qu'a dit Édouard Philippe. Bien sûr, les choses ne sont pas encore faites, mais je les prends au sérieux. Monsieur Macron est un homme sérieux. Monsieur Édouard Philippe aussi. Ils nous disent, je les ai entendus, ils proposent une modification, changement de philosophie de Code du travail. Avec la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'à présent, pardon de le rappeler, c'est la loi qui protège, c'est la particularité de notre système français, républicain. Il y aurait la possibilité, si on les laisse faire, que ce qui est des négociations, même plus par branche, y compris au niveau de l'entreprise, où l'élargissement du champ de la discussion peut être total. On va pouvoir discuter de tout. Eh bien, j'affirme, c'est mon analyse, que dans une société où vous avez plus de 5 millions de chômeurs, où la concurrence est rude, vous pouvez avoir une pression qui amène à ce que dans certaines boîtes en danger, le patron, non pas qu'il soit méchant, mais va dire à ses salariés, les amis, si on veut être concurrentiel vis-à-vis de l'autre, c'est pas uniquement sur la qualité de ce qu'on produit, mais c'est peut-être sur telle et telle marge, et notamment votre rémunération. Donc il n'y a plus de code du travail. Il y en aurait plus dans le sens où le code du travail, il vous permet, vous aussi vous êtes salarié, il permet aux gens qui font l'émission de dire, s'il y a un conflit, je peux dire, attendez, il y a une réglementation, vous pouvez pas faire ça. Si vous pouvez, ça peut disparaître. Alors c'est quand même, le problème n'est pas la formule de Jean-Luc Mélenchon, mais le danger que ça représente pour les millions de salariés de ce pays. Concurrentiel, comme vous venez de le dire, c'est pas forcément un gros mot, y compris dans l'optique de l'emploi. Bien sûr, mais attendez, s'il s'agit de dire entre ce que fait M. Bronstein et ce que fait M. Corbière, on va acheter les produits en fonction de la qualité du produit, on est concurrentiel, je vais bien travailler, vous allez bien travailler, puis on verra. Là, le problème, c'est que si vous avez une concurrence qui est qu'au niveau des branches, à l'intérieur même, les boîtes se font de la concurrence sur la question du prix, parce que je peux même faire baisser le prix de production, parce que, notamment, je rogne par les salaires. Voilà, admettez. Parce que moi, je suis un républicain, je suis pour l'égalité sur tout le territoire. Que là, ça devient dingue. Ça tire tout le monde vers le bas. Et là, on en vient, je reviens à la Grande-Bretagne, du modèle des working poor, c'est-à-dire des travailleurs pauvres. Ok, peut-être qu'il va y avoir un effet d'illusion, il y a un peu plus de boulot, mais de quoi parle-t-on? Moi, ce que je sais, c'est que quand vous cherchez un logement, il y a besoin de présenter une fiche de paye un peu... Voilà, c'est pas seulement j'ai du boulot, c'est comment on s'émancipe. Vous pouvez avoir... C'est ça le danger. Moi, et puis, par ailleurs, je vais dire une chose, ça ne fabrique pas du travail, la flexibilité, l'ubérisation de la société. C'est pas vrai. Allez discuter avec les chauffeurs de taxi, notamment le modèle Uber, ça fait une concurrence terrible, ça met tout le monde sous pression, et c'est des illusions d'optique, parce que ce qui est créé dans un premier temps amène d'autres à disparaître. Donc, de grâce, l'objectif, c'est faire reculer le chômage, créer de l'emploi. Nous, on a proposé, par exemple, la transition écologique. Là, il y a un formidable gisement d'emploi. Ça pourrait être l'État stratège qui dit, voilà ce qu'on va faire. Mais dire, on va tout précariser, parce que ça va créer du boulot, c'est les vieilles lubies libérales, mais qui ne marchent pas, franchement. Alors, donc, en tout cas, la réforme du Code du travail sera importante. Pour être très précis et complet, le gouvernement réfute
que les documents présentés par la presse soient des documents qui l'engagent, et par ailleurs, le gouvernement n'éclaircit pas toujours ses positions. Voilà. Et on ne sait pas ce qu'il y aura exactement dans les ordonnances. Voilà, moi ce que je dis, c'est que c'est pour ça que je remercie la presse, qu'on discute avec des documents. On a le droit d'approuver tout ça, c'est pas mon sujet. Je veux seulement que, comme là on a un vote dimanche, que les gens votent en conscience, pas dans un enfumage généralisé. L'autre grande loi qui se prépare, c'est la loi de moralisation de la vie politique, et c'est François Bayrou qui la porte, garde des Sceaux, mis en cause par un témoignage qui demeure anonyme pour l'instant sur sa gestion du MoDem il y a quelques années. Une partie des permanentes du MoDem aurait été payée par le Parlement européen. Et Édouard Philippe sur Europe 1 à l'instant, donc le Premier ministre, dit que ce témoignage ne fragilise pas la position de François Bayrou au sein du gouvernement. D'autres personnalités demandent la démission de François Bayrou. Vous la demandez, vous aussi, Alexis Corbière ? À ce stade, ce serait un peu bizarre que l'enquête ait lieu. Par contre, ce qui est clair, c'est que les donneurs de leçons, moi je veux revenir surtout à l'affaire Ferrand, qui me choque beaucoup plus de ce que j'entends. Le MoDem. Oui, non, mais je veux dire, sur le MoDem, on va voir ce qui se passe. Là, vous dites, c'est un témoignage, etc. C'est clair que ce serait un peu piquant de s'apercevoir que des gens qui ne respectent pas la réglementation européenne, qui louent régulièrement, qui est le modèle indépassable, etc. Mais à la limite, honnêtement, de ce que j'entends, je connais pas bien le dossier, si ce n'est à travers la presse. Le cas de M. Richard Ferrand, quand même, est de notre calibre. Moi, ça me choque. Qu'est-ce qui vous a choqué dans l'histoire? Tout de même, profiter d'une position ou diriger une mutuelle où vous avez tous vu, je la résume à grands traits, c'est-à-dire vous profitez d'une situation où avec une promesse d'achat, quelqu'un qui vous est proche va acheter des locaux qu'après la mutuelle va racheter, faire une opération, une plus-value avec apparemment de l'argent public qui a aidé à ce que ces locaux, mais enfin qui peut bénéficier de ça? Moi, à titre personnel, je ne vais pas voir une banque avec une promesse d'achat où on va me prêter de l'argent. Enfin, je veux dire, là, on est dans quelque chose qui est quand même assez choquant. C'est une faiblesse de la part d'Emmanuel Macron de ne pas avoir démissionné Richard Ferrand. Du moins, ce que j'observe, c'est que la loi dite de moralisation proposée par M. Bayrou, de l'aveu même de M. Bayrou, ne peut en aucun cas assainir, si je puis dire, ce type de comportement. Ça limite un peu les choses. Nous, on a proposé à François Bayrou, on l'a rencontré, notamment le droit de révoquer les élus. La possibilité pour le citoyen, même durant la durée du mandat, de pouvoir garder le contrôle de l'élu. Je vais vous dire, moi, ce que là, on parle de ministre. Hein. Révoquer un ministre, c'est compliqué. Mais pourquoi pas? On pourrait. Vous pensez aller jusque-là? Non, moi, je suis pas fermé. Mais c'est pas une question de se substituer à la justice. C'est moi ce que je vais vous dire. Voilà, j'élargis le champ. Quand je fais campagne, les gens me disent vous parlez bien, très bien, mais qu'est-ce qui me prouve que vous ne ferez pas comme les autres? Qu'est-ce qui me prouve que pendant 5 ans vous disparaîtrez pas? Qu'est-ce qui me prouve que ce à quoi vous vous engagez, vous allez le faire? Moi, on peut trouver d'autres systèmes. Si vous avez mieux, je suis preneur. Le droit de révoquer les élus peut créer un cercle vertueux, c'est-à-dire que le citoyen reste acteur durant la durée du mandat et pas rendez-vous dans 5 ans. Je vous avais promis de faire ceci, je le fais pas. Je vous avais promis de renégocier le traité Sarkozy-Merkel. Rappelez-vous de quoi je parle. Je ne le renégocie pas. Je vous avais promis de pas toucher à la retraite à 60 ans, avait dit Sarkozy. Il y a touché, etc. Et les gens sont dégoûtés. Et la fabrication du dégoût, c'est pas bien. Moi, je suis pour, et je le dis à ce micro. Même si vous n'allez pas voter France Insoumise, les gens, allez voter, parce que c'est important. Allez voter La République En Marche. Non, mais oui, ça vous fait plaisir. C'est peut-être votre vote que vous avouez à ce micro. Non, mais je veux dire, je me félicite pas de voir qu'il y a peut-être la moitié de nos concitoyens qui vont s'abstenir. 48% dit un sondage. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pour ça qu'il faut parler du fond. C'est la politique. C'est pour ça que je cherche à politiser le débat, pas des petites affaires. Le politiser pour ou contre le code du travail, pour ou contre la 6ème République, pour ou contre la cantine gratuite, etc., etc., etc. Et ça clive et c'est bon. Une société où il y a du débat. Alors, à propos du vote de dimanche, Gilles Bourgeois. Du vote de dimanche, c'est après-demain, si j'ai bien compris. Dans les dimanches soirs, dans les circonscriptions où il y aura un candidat du Front National en passe de gagner face à un candidat de La République En Marche ou de la droite, qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous appellerez cette fois-ci ou non clairement à voter pour l'adversaire du Front National, quel qu'il soit? On verra tout ça. Moi, nous, on a lancé une campagne qui est déjà avoir une petite zéro. Non, mais on a lancé une campagne, vous l'avez vu, qui est 0 député FN. Nous ne faciliterons pas l'élection de députés Front National. On dirait que c'est compliqué à dire. Non, ce que j'aime pas, vous savez, non, il n'y a rien de compliqué à dire. J'ai rédigé 3 ouvrages contre le Front National. On n'a aucune leçon à recevoir. Enfin, je ne demande pas que vous me fassiez la leçon. Pascal Perrineau, au micro d'Europe 1, a bien expliqué par des travaux récents que nous avons fait reculer le Front National. Je pense la campagne Mélenchon. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. À ce stade, permettez-moi, là encore, je ne fais pas de langue de bois, je reviendrai vous voir. Non, mais les consignes de vote. Mais par exemple, je demande à voir exactement quel va être le cas de figure. Je demande par exemple à voir si nous, on est contre le Front National, si nous, la France Insoumise, si la réciproque, qu'est-ce qui va avoir lieu? J'ai besoin d'avoir un champ un peu plus large pour avoir un discours clair. Parce que je vois bien ce que certains veulent faire aussi. Vis-à-vis de nous. Le PS l'a fait sans la réciproque. Le PS, en dépit du j'ai entendu des dirigeants du FN. À une époque, le PS appelait à voter contre France Insoumise. J'ai entendu de la part de dirigeants du PS vouloir nous assimiler à l'extrême droite.
D'accord ? Dernièrement, ça a d'ailleurs suscité, vis-à-vis de la part de Jean-Luc Mélenchon, une réplique à M. Cazeneuve qui a fait débat. Mais au point départ, il y a cette espèce de volonté de m'assimiler, moi et mes amis, à l'extrême droite. Donc, que les choses soient claires, on va tranquillement voir le vote. Je vous annonce que je pense qu'en plus, il y aura surtout l'événement, de mon point de vue, qu'il y aura beaucoup de candidats Français Insoumis au second tour, et sans aucun doute, il n'y en aura plus beaucoup des partis traditionnels de la gauche, pour parler gentiment. Donc, c'est ça, moi, j'attends de voir est-ce que les belles âmes et les donneurs de leçons appellent à voter pour nous contre le Front National. Vous voyez ? Et il est 8h50 sur France Info. On se retrouve dans une minute, Victor Maté, là. Sur France Info, ce matin, Jean-Michel Apathy, question. La politique, disait Édouard Herriot, qui était un dirigeant radical de l'entre-deux-guerres. Dans ta face. Elle est assez bonne. Non, parce que... Non, elle est assez bonne. Et vous l'avez saisi, donc on va Édouard Herriot, dirigeant radical de l'entre-deux-guerres, définissait, non je suis pas lyonnais, définissait ainsi la politique. La politique, c'est parler aux gens. Mais comment leur parle-t-on ? Jean-Luc Mélenchon donne de ce point de vue une interview très éclairante en Society. La manière dont il parle de ses adversaires est intéressante. Il dit de Marine Le Pen ceci: elle nous a usurpé tant de mots. À la fin de la campagne électorale présidentielle, c'était grotesque, cette folle commençait à parler de planification écologique. Est-ce qu'on peut traiter un adversaire de folle comme ça, sans qu'on s'interroge sur celui qui manie les mots ? Non, mais c'est de vocabulaire contre l'extrême droite. Déjà en 2012, il y avait eu des mots quasi équivalents. Vous défendrez Jean-Luc Mélenchon oui, voilà, oui, on a manifestement la deuxième partie. Non, mais ce qui... Moi, ça m'a choqué. Oui, ça vous choque. Je sais bien que le vocabulaire de Jean-Luc Mélenchon régulièrement vous choque. Et vous ? Mais allons à l'essentiel. Mais moi, je suis son porte-parole, donc tout va bien. Allons à l'essentiel. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, l'extrême droite, et comme vous évoquiez Édouard Herriot, que vous êtes un homme cultivé qui connaît l'histoire, précisément l'histoire de l'extrême droite, c'est l'extrême droite qui vole les mots, on va dire, du mouvement ouvrier, du mouvement révolutionnaire. C'est de l'usurpation, c'est pas de la folie. Non, mais j'entends bien. Mais c'est cette manœuvre-là. Je reviens au fond. Vous retournez l'accusation. C'est-à-dire ? Là, il n'était pas dans la question de Jean-Michel, c'était pas comment se comporte l'extrême droite, c'était le vocabulaire qu'emploie Jean-Luc Mélenchon d'une manière générale. Non, mais là, c'est pas d'une manière générale, on parle de l'extrême droite. Si vous voulez défendre Madame Le Pen, c'est une chose. Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est pas fou ? Alors, je vais dire une chose. Est-ce que c'est pas fou que... Mais c'est pas une insulte, c'est un vocabulaire, écoutez. Est-ce que c'est pas fou que de dire que dans ce pays, le problème, c'est les étrangers, et de passer son temps, et de faire profession de politique ? Non, mais au bout d'un moment, pardon de le dire, ça prend la tête. Voilà. J'en ai assez qu'une force politique d'extrême droite passe son temps à m'expliquer que le problème, c'est qu'il y a trop d'étrangers, trop de musulmans. Je trouve que c'est pas le sujet. J'en ai assez que 5 à 6 millions de nos concitoyens soient insultés par l'extrême droite. Mais c'est une forme de délire politique qui est insupportable surtout quand on se réclame de la République. La violence verbale parfois de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que finalement elle ne vous dessert pas ? On parlait de Jérémy Corbyn tout à l'heure, dont vous louez la campagne. Est-ce que finalement Jérémy Corbyn, c'est pas Jean-Luc Mélenchon sans les outrances et sans la violence ? Et avec les espadrilles. Et finalement ça marche aussi ou bien. Les sandales. Non, mais écoutez, je sais que les sandales fabriquées au Pays Basque. Non, mais vous n'invitez pas pour critiquer Jean-Luc Mélenchon, bon sang. Je dirais critiquer la campagne. Non, mais je trouve que Jean-Luc Mélenchon est un formidable candidat, une locomotive, un homme qui crée du débat, qui crée de la controverse, qui est utile. Non, mais la controverse, je l'ai vanté tout à l'heure. J'en ai marre des fromages pasteurisés. Vous invitez des gens quand je mets la radio. Moi, je crois pas. Je veux dire, j'en ai marre quand je vous écoute. J'ai toujours plaisir à vous écouter. Que la personne qui parle, j'ai l'impression que c'est le robinet d'eau tiède qui coule, des formules, ça nous aussi des fois, etc. Non, mais je veux dire, là où j'aime bien Jean-Luc Mélenchon, c'est que c'est tranchant. Il y a du débat, il y a de la controverse. C'est pas hypocrite. C'est pas hypocrite. On s'est interrogé aussi sur l'état d'esprit qui est le vôtre à la France insoumise, parce que finalement, vous ne vous êtes pas relevé de ce premier tour de l'élection présidentielle. On a tous les défauts, là, c'est terrible. Non, c'est votre... On s'intéresse à vous parce que finalement, ce que vous offrez sur la scène politique après cette élection présidentielle est un peu atypique. Et on va le démontrer avec un montage que Quotidien a fait, vous concernant, Alexis Corbière. Sur moi ? Oui. Évidemment, vous imaginez ce que ça veut dire pour le pays. Oui, mais je m'incline devant. Et vous avez du mal. Non, mais ce que je veux souligner par là, en plus vous êtes gentil, mais moi je fais des émissions, tu cours, je vais pas chaque fois avoir une théorie différente, j'essaie de dire dans tous les médias la même chose, c'est plutôt à mon honneur, non ? Mais ce que je veux dire, c'est que ça s'est passé à peu de choses. C'est-à-dire qu'en vérité, on a 4 forces qui ont fait un quasi-score équivalent. Et la Ve République donne énormément de pouvoir à M. Macron parce qu'il était en tête. Et deuxièmement, tout le monde qui nous a parlé, le Front National... Je vais vous redire le chiffre, à 600 000 voix près, nous étions devant le Front National. Enfin, il y avait François Fillon au milieu quand même. Là, non mais peut-être, si vous voulez. Mais je veux dire, c'est pas passé loin.
Et c'est pour ça que j'évoquais Pascal Perrineau, les travaux sont en train de démontrer ce que nous disions. On a mordu sur un électorat FN. Alors écoutez-moi bien, moi je n'ai aucune complaisance vis-à-vis de l'extrême droite, mais je suis fier du fait que des gens qui peut-être auraient pu voter Front National se sont dit pendant la campagne, je ne vais pas voter pour la xénophobie, je vais voter pour l'humanisme, l'écologie, la 6ème République. On a fait ce boulot-là, c'est notre job, notre acquis. Alors ceux qui nous jettent des cailloux, les amis, c'est quoi votre bilan? C'est quoi? Parce que, je l'ai déjà dit, la condamnation mondaine de l'extrême droite, c'est facile, hein. Ah bah l'extrême droite, puis après je rentre, j'ai le cœur sec face à la misère sociale et j'en ai rien à fiche. Moi, je n'aime pas ce mépris social. Vous voyez, il y avait une émission, c'était chez Patrick Cohen et Anne-Sophie Lapix. Ils montrent des images d'un meeting du Front National où on voit des gens du FN, ils sont gros, ils sont moches et on se moque. Mais moi, j'aime pas. On combat pas le Front National en se moquant du peuple. Et on ne combat pas en traitant de folle Marine Le Pen. Bah, c'est un petit peu différent parce que j'assimile pas l'électeur du FN avec une dame qui, quand même, se présentant comme candidate du peuple, est quand même l'héritière de quand même le principal émetteur du discours raciste antisémite du pays. Moi, j'oublie pas qu'elle a beau nous faire la leçon, elle était directrice stratégique de campagne de Jean-Marie Le Pen en 2007 quand cet homme continuait à remettre en cause la Shoah et ça la gênait pas. Alors aujourd'hui, soi-disant qu'elle est dédiabolisée. C'est pas de la folie. Bah, c'est une... Non, mais bon, le mot, je m'en fiche. Marine Le Pen a annoncé qu'après cette séquence électorale, tout serait remis. Non, je ne sais pas, peut-être. Tout serait remis à plat, elle dit, au Front National. Est-ce qu'il y aura la même chose à France Insoumise? De toute façon, on va travailler. Nous, on a fait émerger une force politique nouvelle, évidemment, on va l'organiser. Mais admettez, là, c'est un peu peut-être la conclusion de nos échanges, que nous avons 0 député, de toute manière. Donc nous allons progresser, ce sera un événement. Si Jean-Luc Mélenchon, si on est plusieurs, pardon de mettre mon cas personnel, si je suis à l'Assemblée nationale, bah, tout de même ça permettra du point de vue de mes amis et je souhaite, et puis de travailler différemment. Si on a un grand nombre de parlementaires, c'est l'émergence d'une force politique nouvelle. Aidez-nous les amis, aidez-nous, c'est possible. Pierre Mendès France disait, je ne l'ai pas connu, que l'homme politique n'avait le choix qu'entre se répéter ou se contredire, et vous vous êtes répété au micro de France Info. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous, on se retrouve lundi. Bon